Il y a un peu plus d'un an, je vous avais proposé une petite vidéo spéciale film surcoté. C'était la première partie, voici la deuxième. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que vous êtes bien installés. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo rituelle étant donné que chaque année c'est décidé, j'ai démarré en 2024, pour 2025 ça va être la même chose et pareil pour les années qui vont venir. Si tout se passe bien, en tout cas, chaque année je sortirai un top 10 spécial film surcoté, film sous-coté, acteur surcoté, acteur sous-coté. J'espère que ça vous plaira parce que je compte sur votre avis dans les commentaires, étant donné qu'avec cette vidéo, on va pas tous être d'accord, loin de là. Car là, je vais dire ce que je pense de certains films qui sont des films qui sont adorés, qui sont adoubés, qui sont adulés. Or, rien à faire, ces films-là, pour moi, ils sont un peu trop surcotés, overhypés. Et j'ai besoin de vous en parler, j'ai besoin de vous partager ça, donc on se retrouve dans la section commentaires pour en discuter, dans le respect bien évidemment, parce que je me doute bien que certains films que je vais aborder, la critique que je vais avoir vis-à-vis de certains films, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais vous inquiétez pas, j'y mettrai les formes, j'y irai avec une certaine forme de tact, sans aucun mépris aucun, donc voilà, je trouve ça marrant, alors à plus tard, et bon visionnage. Et juste, je précise quand même, ça n'engage que moi, ça n'engage que mon opinion personnel. À aucun moment je vais considérer que les films dont je vais parler sont mauvais, c'est pas du tout ce que je veux dire. Cependant, j'estime que leur traitement au niveau de la masse est un peu trop, je vais pas dire exagéré, mais pas loin. En 10ème position, alors on va mettre les pieds dans le plat, j'ai mis Shutter Island. Pour moi, Shutter Island est sans aucun doute pas un des pires films de Scorsese, mais un des plus surcotés, ça c'est certain. Dans la première vidéo des films surcotés, j'avais pas mal égratigné Killer of the Flower Moon, car pour moi c'est son film le plus raté, le plus mauvais. Mais en même temps, j'avais pas trop envie de lui jeter la pierre compte tenu de l'âge de Scorsese, compte tenu de sa vision qui a changé, parce que comme le gros des réalisateurs qui vieillissent, leur vision, leur rapport au cinéma change, et pas spécialement en bien. On l'a vu avec Coppola, on l'a vu également avec Ridley Scott. Scorsese malheureusement n'a pas fait exception à la règle. Pour moi, son dernier grand film, ça restera Le Loup de Wall Street. Et 4 ans avant Le Loup de Wall Street, il nous avait sorti Shutter Island, un film qui a été salué par absolument tout le monde, par la critique, par le public, mais personnellement, j'ai jamais accroché à Shutter Island et je pense que je me suis fait un petit peu avoir à cause de la bande-annonce qui nous vendait un film d'horreur. La bande-annonce était terrifiante, elle était super bien réussie, on découvrait une sorte d'asile à moitié hanté, qui regorge de secrets hyper dark. En soi, le film, c'est plus ou moins ça, mais amené de façon différente. Bon, de toute façon, si vous avez vu ce film, pas besoin que je vous en parle et je ne vais pas spoiler pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore vu, car il y en a. En tout cas, j'ai été déçu au moment du visionnage du film. Je me suis dit, c'est pas du tout ce qu'on nous avait promis dans la bande-annonce. Et je sais très bien que le gros des bandes-annonces qu'on voit, c'est pas spécialement fidèle au film. Justement, les concepteurs de bandes-annonces, ils sont malins. Ils font en sorte que les bandes-annonces s'orientent vers autre chose, vers quelque chose de, de différent par rapport au film qui nous est présenté, parce que sinon, on serait beaucoup trop spoilé. Et pour le coup, j'ai envie de dire que c'était bien joué de la part des concepteurs de la bande-annonce de nous avoir un petit peu égarés en nous montrant potentiellement un film d'horreur plutôt que ce qu'on a vu, et je dois admettre que, en dépit du fait d'avoir été déçu, j'ai été relativement gêné par certains passages, certaines scènes que je trouvais non pas surjouées, mais on sent bien que Scorsese essayait un petit peu de nous orienter vers un panel d'émotions bien donné. Il y avait quelque chose qui me dérangeait un petit peu, et Scorsese, comme pour Les Infiltrés, a malheureusement, usé a sorti la carte musique omniprésente et souvent hors sujet, ou parfois un peu trop, là dans le cas de Shutter Island, c'est un petit peu tire-larme. Notamment le passage où il y a DiCaprio qui rêve d'être avec sa femme, avec Michelle Williams, dans l'appartement, puis il y a une musique par-dessus avec du violon, voilà, il cauchemarde, il rêve de sa femme qui est morte, et il y a la musique. Alors ça, je trouve ça hyper lourd de nous sortir une piste avec du piano, enfin du violon, pardon, pour un petit peu rendre la scène émotionnelle. Beaucoup de films, c'est fait dans beaucoup de films, je sais plus dans quoi ils l'ont fait dernièrement, mais c'est souvent ressorti, je crois, rappelez-vous, pour ceux qui ont vu la série The Last of Us, dans l'épisode 3, l'épisode avec Bill et son mec, là, lors de la scène finale, ils nous mettent justement la même musique, la compo avec le piano, je sais pas c'est laquelle, enfin le violon, piano, je sais plus, mais en gros, c'est toujours la même piste qu'on nous sort pour les scènes émotionnelles, en mode attention les gars, là, faut pleurer, là. On a mis une musique émotionnelle, donc là, il faut être touché. Il faut vachement se sentir blessé de l'intérieur. Et comme je l'ai plus ou moins dit pour Les Infiltrés, c'est à peu près la même chose, dans le sens où, alors on n'avait pas des musiques tire-larmes, mais il avait un peu tendance à abuser des musiques des Rolling Stones pour des moments complètement random. Alors il y a un passage où on voit Matt Damon en train de discuter avec sa meuf, il sort une photo de son carton, et il y a une musique de Rolling Stones qui est par-dessus et qui est juste hors sujet. Alors on a compris, on sait bien, Scorsese, que t'aimes la grande musique, que t'aimes les grands compositeurs, les grands groupes, mais
ça sert à rien de vouloir nous les imposer à chaque scène, il y a pas besoin. Aussi, pareil, un truc qui m'a gonflé dans Shutter Island, et ça, c'est des petits éléments, mais qui ont tendance à me poursuivre, parce que malheureusement, après, je ne pense qu'à ça, mais il y a ce passage, ce cliché, que je trouve, mais juste, complètement obsolète, imbuvable, même pour l'époque. Il y a le moment où il rentre, donc, l'inspecteur, là, DiCaprio, il rentre dans l'asile, et il y a une meuf, une pensionnaire de l'asile, qui est en train de tailler une haie, ou je sais pas quoi, et elle a une tête de folle, quoi, et elle le regarde en faisant... Oh, j'en peux plus de ce cliché de film d'horreur. On a ça tout le temps presque, enfin tout le temps. Je pense que ça a dû être produit une bonne dizaine de fois, mais c'est déjà trop. Ils l'ont ressorti par exemple pour le coup de la série 1899 que tout le monde a oublié. À juste titre, mais ça c'est un peu relou quoi, surtout de la part de Scorsese. Je me suis dit, attends, mais je comprends pas, Scorsese c'est un grand réalisateur, pourquoi tu nous sors une facilité pareille quoi. Donc c'est ça qui m'a principalement dérangé, le twist final m'a pas spécialement retourné. Et j'ai trouvé ça assez facile en quelque sorte. Et je sais que vous n'êtes pas tous d'accord, je sais que je suis le seul à tenir cette position vis-à-vis de Shutter Island, mais bon, que voulez-vous, hein, c'est mon avis, il n'engage que moi. Et je pourrais également comptabiliser d'autres scènes, mais vraiment le coup de la musique, tire-larme, ça se joue, et même le jeu de certains acteurs que je trouvais complètement aux fraises, même DiCaprio, j'ai pas été spécialement convaincu par son jeu. Et le seul pour moi qui sortait du lot, enfin les seuls, c'était Mark Ruffalo et comment il s'appelle, Ben Kingsley, je crois, enfin, le mec qui tient l'asile. Mention spéciale pour Max von Sydow également, qui nous a quittés il y a quelques années, je sais, enfin ça fait un petit moment déjà, mais on l'oublie pas, il est toujours dans nos cœurs. Et c'est les trois pour moi qui sortent du lot, le reste, vraiment j'ai pas été... Ah oui, pareil, il y a aussi ce cliché où il y a une des pensionnaires qui donne un bout de papier où il y a marqué « Run », genre « Fuis », quoi. Oh, pitié. Voilà, personnellement, Shutter Island, c'est pas un film que je porte dans mon cœur, je ne sais pas ce que vaut le bouquin, dites-le moi dans les coms. En 9ème position, un film qui a fait énormément de bruit à sa sortie, et je l'avais, comment dire, j'en étais sûr, je savais que ça allait finir comme ça, un film qui a fait énormément de bruit, tout le monde n'en disait que du bien les premières semaines, et le film a fini complètement oublié, donc je peux le considérer comme surcoté de ouf, c'est Barbie de Greta Gerwig. Rappelez-vous, quand il est sorti en 2023, c'était la folie. Dans la branche cinéphile, tout le monde ne parlait que de Barbie et d'Oppenheimer, avec le phénomène Barbonheimer ou je sais pas quoi. Mais quand j'avais vu les deux, bon déjà Oppenheimer, j'en ai déjà parlé, pour moi c'est une des plus grosses fraudes de cette décennie, et Barbie, c'est tout comme, c'est un beau produit du point de vue de la mise en scène, du point de vue visuel, mais du point de vue du fond, du point de vue du message, du point de vue de tout en général, du point de vue de l'énergie, de la vibe qui est dégagée. Il y a absolument rien à retenir, rien d'incroyable. Il y a peut-être une ou deux scènes qu'on a vaguement retenues. Moi personnellement, je me rappelle de quasiment tout tellement l'expérience était pénible. Cependant, c'est pas des moments qui sont inoubliables. Au contraire. En tout cas, il mérite largement sa place dans les films surcotés, car à l'époque, quand il est sorti, les 3 premières semaines, tout le monde en parlait. 2-3 mois après, une fois que le film avait dégagé des salles de ciné, alors il est resté longtemps, hein. Je crois que là où j'habitais, il a dû rester, je crois, 4 ou 5 mois à l'affiche, mais c'est juste le bouche à oreille qui a principalement fonctionné, plus la com, parce qu'il y a eu une grosse com derrière ce film, à juste titre. Barbie, forcément, on s'attend à un film qui parle à tout le monde, même aux gamins, sauf qu'en réalité c'était juste un réquisitoire féministe déjà obsolète, déjà dépassé, et quand je dis réquisitoire féministe, je pense à un réquisitoire féministo-bourgeois, qu'on n'est pas du tout dans le féminisme normal, des gens normaux, des femmes, on est dans, enfin, je veux dire des femmes de la vie quotidienne, on est dans un autre délire, dans une autre strate. Et pour moi c'est un film largement surcoté, pas spécialement pertinent, pas spécialement intelligent, qui se veut faussement subversif, qui était déjà dépassé quand il est sorti, et tout principalement reposé sur la communication, sur la hype qui était hyper forte, sur le concept, car on parle pas de n'importe quoi, on parle de Barbie, quoi. C'est comme si on sortait un film Action Man, et même si Action Man, je pense pas que ça marcherait autant. Bon bref, vous m'avez compris, en tout cas Barbie, rappelez-vous pour ceux qui étaient dans la sphère des cinéphiles à l'époque, on en parlait tout le temps, et maintenant le film est complètement oublié, et on essaye justement quelque part de l'oublier totalement, parce que avec le recul, et je l'avais dit ça pendant ma critique, c'est un film qui finalement se révèle de plus en plus cringe avec le temps, avec les années, et pour preuve, l'autre jour je passais à Carrefour et j'ai vu qu'il était en promo, je crois à 4 balles, un truc comme ça quoi, alors que le film il a un peu plus d'1 an. Alors je sais qu'il y a des films assez récents qui baissent dans les tarifs assez vite, mais généralement c'est des films complètement foireux, qui étaient vraiment nuls. Or là on parle d'un film qui a rapporté plus d'1 milliard de dollars, et là on le voit, enfin je l'ai vu à 4 balles quoi, donc ça veut tout dire. Bref. Non mais franchement, combien d'entre vous peuvent considérer Barbie comme un film inoubliable, faisant potentiellement partie des 100 plus grands films de l'histoire de l'humanité? Pas grand monde à mon avis. En 8ème position, alors là,
je vais être... là, je m'aventure encore sur une pente glissante. Ça va être le yo-yo émotionnel, vous allez voir. Top Gun Maverick. Alors, j'ai été le voir, hein, comme tout le monde, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, mais de là à dire que c'était un film exceptionnel et un chef-d'œuvre, il faut pas déconner non plus. À la base, je voulais mettre le premier Top Gun, mais le premier Top Gun a au moins quelque chose, on va dire, a une vertu symbolique. On a affaire à un clip géant de 2 heures, un clip à la MTV, et encore aujourd'hui, il est beau à regarder. Top Gun 1 est sublime du point de vue visuel. Du point de vue de l'histoire, c'est éclaté. Du point de vue de la crédibilité, c'est même pas la peine. Du point de vue du relationnel entre Tom Cruise et sa meuf, c'est assez malaisant par moments, je trouve. Surtout dans la version française. La version française est une des plus pénibles et une des plus insoutenables que j'ai eu l'opportunité d'écouter dans ma vie. Mais, Top Gun, si en soi a mal vieilli du point de vue de l'histoire, il est cependant intemporel du point de vue esthétique et visuel. Ok, l'histoire est bien ancrée dans les années 80, ça transpire les années 80 par toutes les portes de la pellicule, mais c'est pour ça qu'on l'aime, parce que ça, c'est les bonnes années 80. Les années 80, je sais pas, à Santa Monica, les plages où les mecs font du volley, les avions de chasse, les bécanes rutilantes, c'est quand même super beau. Top Gun 1 est magnifique. Par contre, Top Gun Maverick, si le film n'est pas mauvais, c'est pas pour autant un chef-d'œuvre non plus. L'esthétique de Maverick par rapport au premier est beaucoup plus froide, beaucoup plus aseptisée, assez dépersonnifiée, dépersonnalisée, enfin je sais pas, on ressent pas la même chaleur que dans le premier, mais tout ça c'est plus ou moins gommé par les personnages qui ont quand même un peu plus d'épaisseur, notamment le fils du moustachu, Tom Cruise également, qui a mis l'acting, enfin son niveau d'acting un peu au-dessus par rapport à ses jeunes années dans le premier Top Gun. Là, il y a un peu plus d'épaisseur, il y a un peu plus d'humanité. Même chose, c'était super cool de voir Jennifer Connelly, l'intemporelle, et qui a refusé de vieillir, visiblement. En tout cas, il y a des bons points dans ce film, mais de là, de là à hurler au chef-d'œuvre et au grand classique à voir, faut pas déconner. Oui, c'était une belle expérience au cinéma de voir des avions de chasse, etc. Oui, c'était super beau, c'était super bien géré, mais ce n'est pas un grand film, ce n'est pas un film, c'est pas le film parfait, ce n'est pas le meilleur film de sa génération. Il a des tas de qualités, mais pas au point d'en faire un grand classique, on va pas se mentir. Donc c'est pour ça, j'estime qu'il méritait largement sa place dans les films les plus surcotés, et là par contre, je le dis, j'ai passé un bon moment devant ce film, mais voilà. Alors là, attention, ça y est, on arrive sur une pente vraiment glissante, et je sais que personne ne va être d'accord, et là c'est vraiment purement personnel. J'ai mis Snatch de Guy Ritchie, et je sais ce que vous vous dites, mais attendez. J'adore Snatch. Je l'adore, j'adore son ambiance, j'adore sa musique. Le son d'Oasis à la fin avec Fuck in the Bushes ou je sais pas quoi, un des meilleurs sons d'Oasis pour moi. L'ambiance, les personnages, Turkish et Tommy, le super duo là, quoi d'autre encore, Tête de Brique, l'excellentissime Tête de Brique vraiment, et d'ailleurs mention spéciale pour la version française qui est extra, Boris Parbal, etc. Je connais ce film par cœur, et c'est ça le problème. J'ai trop vu ce film, je l'ai trop bouffé, je l'ai mais sifflé de long en large et en travers, et je le connais tellement que je ne peux plus le supporter, je le connais tellement que je ne peux plus encadrer ce film, et c'est dramatique, alors qu'il y a des films que je peux regarder indéfiniment sans problème, comme American Beauty, Munich, ou encore Le Dernier Pub avant la fin du monde, qui pour moi fait partie, il est dans mon top 10 spécial meilleur film, toutes catégories confondues, tout comme Munich d'ailleurs. Munich, que je défendrai jamais assez. En tout cas, Snatch, je n'en peux plus de ce film, car je l'ai trop vu, je l'ai trop bouffé, comme beaucoup d'entre vous, et je ne veux plus le regarder, vraiment. Si on me propose un jour à une soirée, on mate Snatch, c'est non direct, parce que, je l'ai trop vu. Et je pourrais vous parler de ses qualités pendant toute une vidéo de 2 heures, il n'y a pas de problème, de chaque scène, rebondir sur chaque personnage, chaque moment emblématique, je peux rebondir là-dessus, mais à force de l'avoir trop consommé, j'ai fini par en faire une sorte de rejet, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ce film est surcoté pour certains, c'est qu'il a été beaucoup trop vu par rapport à Arnaque, Crime et Botanique et les autres bons films de Guy Ritchie, parce que Guy Ritchie c'est plus qu'il n'était, mais il a quand même fait d'excellents films, d'excellents crus, et Snatch, la raison pour laquelle une bonne partie d'entre nous, on le trouve, surcoté, c'est principalement parce qu'on l'a vu beaucoup trop souvent. Alors que le film est parfait du début à la fin. Au niveau scénaristique, au niveau du twist, au niveau du jeu d'acteur, au niveau de l'humour. Il n'y a rien acheté, comme dans le gros des films anglais d'ailleurs, parce que les Anglais nous surclassent à quasiment tous les niveaux, en termes d'acting, en termes d'humour, etc., etc. Mais bon, en tout cas, je le considère comme surcoté, à titre personnel, je le trouve surcoté, parce que personnellement, je l'ai beaucoup trop vu. Et c'est dommage. Si j'avais su, je me serais limité à le voir que quelques fois pour entretenir cette flamme, entretenir cette passion. Or, j'ai tout fait foirer. Et je sais que vous n'êtes pas content et vous n'êtes pas d'accord et, quelque part, vous avez raison. En 6ème position,
Un autre film de Scorsese, je suis désolé, je suis obligé d'en parler parce qu'il faut que ça sorte, j'ai mis Gangs of New York, un film que pourtant j'adore. Le problème, c'est que ce film a été sabré, à un moment donné. Alors je vais spoiler le temps que je montre ma main, regardez le temps que je montre la main, vous voyez, ça va être le moment du spoil, donc coupez le son si vous l'avez pas encore vu, et quand je retire la main, j'arrête de spoiler, mais voilà, regardez la main, je spoil. Pour moi, le film part complètement en cacahuète quand Bill finit par cramer que le jeune DiCaprio, c'est le fils de Valon le prêtre. À partir de ce moment-là, le film se barre en sucette, s'accélère, et on perd la vibe du début du film, qui pourtant était, je trouve, génial. Voilà, c'est bon, fin du spoil. En tout cas, j'ai adoré Gangs of New York, du moins j'ai adoré le début, comme le gros des scènes d'intro de Scorsese. D'ailleurs, pour moi, la meilleure scène d'intro de Scorsese, c'est celle de Casino, parce que la scène d'intro, elle dure peut-être 30 minutes, elle est interminable, et c'est juste génial, parce que la façon dont ils nous montrent les personnages, leur rôle, etc., où ils se trouvent, ce qu'ils bouinent, tout ça, c'était génial. Et là, pareil, dans Gangs of New York, on a une superbe scène d'intro, la scène de baston de rue, tout ça, la présentation des gangs de New York, c'était fantastique, on était embarqués dedans, et pareil, ouais, cette scène d'intro, elle dure un petit moment quand même, c'est une scène d'intro à rallonge, qui n'en finit pas, mais à un moment donné, le film se prend les pieds dans le tapis, et au moment où je l'ai dit, donc, avec comment ça s'appelle, le passage où il se fait... Hein, bon bah, c'est à partir de ce moment-là où le film, bah oui, effectivement... veut arriver à la fin le plus vite possible, rush à mort, jusqu'à la scène finale, le combat final qui est pour moi un des plus éclatés de sa génération. Au début, on avait une bonne scène de baston, on pensait qu'on allait avoir la même chose, mais là, c'est interrompu par un canon de comment ça s'appelle, de la flotte américaine qui tire dans le tas, qui défonce la ville de New York, et le combat est interrompu parce qu'il y a un boulet de canon qui arrive pile poil au milieu de la scène de combat, juste avant que les mecs ils se tapent sur la gueule. J'ai trouvé ça osé, j'ai trouvé ça trop gros pour un Scorsese, et pour moi ça a été une belle déception, enfin cette fin a été une déception, j'avais c'était doux amer le sentiment, et ça c'est pénible, c'était encore pire que pour Shutter Island, parce que Shutter Island, dès le début on sent bien que dans quoi il nous embarque, bon il annonce la couleur dès le début, or là, ça commence super bien et ça se termine un petit peu en mode, vous savez, le crack de la bourse, quoi. Ça plonge non-stop, ça s'arrête jamais, et si la fin n'est pas ratée en elle-même, elle est quand même, je veux dire, très 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 éloignée du début et du milieu du point de vue qualitatif. Donc voilà, pour moi, Gangs of New York fait partie d'un des films les plus surcotés de Scorsese. J'en termine avec Scorsese, hein, j'aurais pu le placer dans une autre vidéo, mais ça me fait tellement mal de taper dessus que je préfère tout faire d'un coup et puis revenir sur ce bon Martin qui, pour moi, le reste de sa carrière est un sans faute. Et voilà, donc mon avis sur Gangs of New York, c'est ça. Et je vous invite d'ailleurs à lire le bouquin Gangs of New York, vous allez voir à quel point c'était une dinguerie à l'époque. C'était vraiment une époque monstrueuse, vous n'avez pas idée à quel point c'était un monde de violence et de brutalité. Il y a un passage dans le bouquin où ils expliquent que les Irlandais qui vivaient comme des rats, littéralement, ils vivaient sous terre, dans des taudis pas possibles, eh bien il y avait je me rappelle bien d'avoir lu un truc comme quoi il y avait des invasions de rats, et les rats pouvaient bouffer les nouveau-nés, quoi. Les rats s'infiltraient dans les berceaux et bouffaient les gamins, quoi. Enfin, mais il y a des histoires hyper sordides derrière ce film, quoi. Donc, il y a des passages, justement, il y a un gros chapitre, je crois, un petit chapitre sur les rats, qui était énorme à l'époque, il paraît, parce que tellement ils boulottaient ce qu'ils traînent, tellement c'était, du point de vue de l'hygiène, c'était catastrophique, que les trucs, ils se permettaient tout, quoi. Ils avaient peur de rien, il y avait pas de mesures d'hygiène, c'était infernal, quoi. Donc, le bouquin, si vous avez l'opportunité de mettre la main dessus, vous gênez pas, si vous avez kiffé le film, parce que vous allez kiffer le bouquin, faites-moi confiance. En 5ème position, alors là, ça va être un petit peu tiré sur l'ambulance à coup de lance-roquette, parce que ce film, j'ai remarqué qu'il se fait... Enfin, au début, pareil, tout le monde disait que c'était génial, comme pour Barbie, comme pour Oppenheimer, c'était fantastique, c'était un chef-d'œuvre, machin. Et finalement, aujourd'hui, plus personne n'en parle, à juste titre. Je vais parler d'un autre film de Christopher Nolan. C'est un petit peu son Oppenheimer avant l'heure, c'est Dunkerque. Ce film est une fraude absolue. Le film n'est pas moche, il y a quelques plans sympas, mais globalement, c'est un film d'une prétention rarissime. C'est un petit peu le film qui a amorcé pour moi le déclin officiel de Nolan, en mode, bon allez c'est bon, j'en fais des caisses, j'y vais à fond sur la pose, je joue à fond la posture du grand réalisateur esthète, qui a une certaine profondeur d'esprit, etc. Et ce film, honnêtement, non, j'ai pas pu, quoi. Déjà la scène d'intro, le début, qui la joue film d'horreur avec les balles à tête chercheuse qui tirent de partout et qui tapent dans le dos des soldats anglais, cette scène est juste grotesque, on n'y croit pas une seule seconde. Les Français, bien évidemment, on se fout de leur gueule, comme dans le gros des films américains, le gros des productions anglo-saxonnes.
Je kiffe les productions anglo-saxonnes, c'est pas le problème, mais force est de constater que les Français sont méprisés. Tiens, l'autre jour, j'ai revu Captain America Civil War, je crois, enfin je sais plus, le soldat de l'hiver. Le soldat de l'hiver, bon bah les méchants du début du film, c'est des Français. Et croyez-moi que on les ménage pas, on montre bien ces Français comme des grosses baltringues. Et donc, bah, les Français sont ridiculisés dans le film Dunkerque, alors que pourtant, à la base, les Français se sont arrangés pour sauver les Anglais qui se sont barrés à la va-vite pour pas se faire dérouiller par les Allemands. Enfin, il y a une espèce de réécriture de l'histoire, après je suis pas expert, mais beaucoup m'ont dit que c'était très mensonger ce Dunkerque. Alors, je veux bien le croire, il n'y a aucun doute là-dessus, mais du point de vue, en tout cas, visuel, esthétique, au niveau de la symbolique, j'ai trouvé ça lourd, mais lourd, indigeste, faussement spirituel, faussement intelligent, faussement subversif. En soi, un film 100% dans la tradition de Christopher Nolan. En tout cas, à l'époque, tout le monde en parlait, aujourd'hui plus personne n'en parle, et j'ai l'impression que les défenseurs du film sont un petit peu gênés de mettre en avant ce genre de produit, parce que ouais, effectivement, Dunkerque, surcoté de ouf, à tous les niveaux. En quatrième position, alors là, je vais me faire des ennemis, mais j'assume, j'ai mis Forrest Gump. Oui, vous avez bien entendu, j'ai mis Forrest Gump parmi les films les plus surcotés de l'histoire, mais attention, j'aime Forrest Gump, mais comme pour Snatch, je l'ai trop vu, et le truc qui me saoule dans Forrest Gump, c'est que j'ai quand même des arguments. Alors déjà, je trouve ça un petit peu, enfin, c'est beau et c'est innocent en même temps de montrer un handicapé, enfin l'histoire de l'Amérique à travers les yeux d'un handicapé, c'est en mode faut accepter les différences, machin, j'ai rien contre, hein, c'est pas le problème, mais je trouve que le jeu de, enfin, il y avait un côté un petit peu pas moralisateur, ça force un peu trop sur le pathos, quoi. Et quelque part, c'est peut-être pas une mauvaise chose, hein, mais enfin pour certains, mais moi j'ai été un petit peu, ennuyé par ce pathos omniprésent. Après, c'est avec une question de recul, hein, peut-être qu'avec le temps, avec la maturité, avec le rapport avec c'est peut-être une question d'âge, mais plus le temps passe, et plus je suis, on va dire, un petit peu saoulé par le contenu par l'histoire en elle-même, même si, je suis en mode impro, hein, excusez-moi les gars, j'essaie juste de prendre des pincettes pour pas trop déchirer Forrest Gump, parce que j'ai bien conscience que c'était ça a été une bombe quand il est sorti, et même encore maintenant, c'est un film qui est intemporel, il est toujours aussi beau, toujours aussi sublime, et pour moi ça fait partie des plus grands classiques de l'histoire, mais je le trouve quand même un peu surcoté, du point de vue du traitement du personnage. En dehors de ça, la façon dont est montré l'histoire des États-Unis, j'ai trouvé ça fantastique, c'est génial, ce genre de film qui traverse l'histoire, avec un réalisme époustouflant pour l'époque, même encore maintenant, je le dis, c'est super propre, bravo Zemeckis, je me plante toujours dans son nom, je sais le reconnaître, ça y a pas de souci, mais montrer l'histoire à travers les yeux d'un gars un peu limité, je trouvais ça un peu facile, un peu, c'est pas moralisateur le terme que je cherche, mais on ressent les bons sentiments derrière, quoi. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Il y a aussi, pareil, un des personnages les plus maléfiques qui soit, pareil, ça m'a rendu fou, c'est le personnage de Jenny, quoi. C'est-à-dire la meuf qui s'envoie en l'air avec tous les hippies qu'elle croise aux États-Unis, mais par contre, dès qu'elle a son gosse, elle va le confier, qui est sûrement pas le sien d'ailleurs, elle va confier son gamin à Forrest, qui lui l'a toujours attendu, l'a toujours aimé. Après, la pauvre, elle a des traumas, je peux comprendre. Mais voilà, une fois qu'elle apprend qu'elle a le DAS et qu'elle a un gosse, bon bah elle vient le refourguer à Forrest Gump, quoi. Alors que bah pendant tout le film, elle fait miroiter à Forrest Gump, qu'elle va se foutre avec lui, qu'ils ont un amour inconditionnel, etc. Et c'est quand elle arrive en fin de vie qu'elle décide de le revoir, quoi. Puis on est tous en mode, on devrait être en mode, oh c'est tellement beau. Bah non, c'est tragique. Mais non, la meuf, elle attend ces dernières semaines pour aller se caser avec Forrest, quoi. Alors que pendant tout le film, on est en mode putain, mais ils vont se foutre ensemble ou pas? Donc ça fait partie aussi des trucs qui m'ont dérangé, parce qu'il y a une espèce de fausse. On nous vend le personnage de Jenny comme une meuf un peu, je veux dire. Qui a un lourd passé, etc., qui a ses raisons machin, mais n'empêche qu'elle le malmène pas mal, le pauvre Forrest. Et donc, voilà, je le trouve surcoté, sans le trouver vraiment surcoté, mais c'est là aussi parce que je l'ai beaucoup trop vu. Et le côté moralisateur m'a un petit peu saoulé. À la rigueur, pour moi, il y a un autre Forrest Gump, un Forrest Gump plus branché années 2000, que je préfère davantage, même si je trouve que le pathos est un peu plus effacé dans celui-là. C'est L'étrange histoire de Benjamin Button de David Fincher. Pour moi, c'est le Forrest Gump des années 2000. Il est malheureusement pas assez mis en avant, il est beaucoup trop sous-coté ce film. Or, c'est un véritable chef-d'œuvre, beaucoup plus profond, beaucoup plus intimiste, beaucoup plus dur également, parce que Benjamin Button, c'est quand même un film qui est déprimant. Un film qui vous fait comprendre que vous allez crever, qu'un jour ce sera fini.
Et c'est un film qui est porté de philosophie. J'ai chialé un nombre incalculable de fois devant ce film, et même la fin, je peux pas m'empêcher de pleurer quand je vois la fin, quand quand il remontre toutes les personnes qui ont traversé la vie, enfin Benjamin Button, quand il parle des personnes qui l'ont accompagné, c'est d'une beauté, d'une tragédie absolue, c'est beaucoup plus tragique et beaucoup plus sad que Forrest Gump, et beaucoup plus profond également du point de vue philosophique. Et là aussi, pareil, comme pour Forrest Gump, on traverse l'histoire des États-Unis, on voyage un petit peu même d'ailleurs, à Paris, tout ça, et c'est pour moi une véritable merveille qui mérite d'être remise en avant, et ça pareil, j'en parlerai je pense je l'ai peut-être déjà fait, mais je compte en reparler de ce film, tellement il souffre d'une réputation qu'il ne mérite pas. Bon voilà, pour moi c'est l'étrange histoire de Benjamin Button, c'est un Forrest Gump en mature, en plus complet. J'espère que je me fais comprendre. En troisième position, j'ai mis Le Discours d'un roi. Alors ce truc, j'ai jamais compris comment il a pu décrocher un Oscar. C'est ouais, l'acting est correct, même si le personnage de Colin Firth est insupportable, parce que bon, il joue le rôle d'un roi bègue, j'ai rien contre les bègues, hein, mais le traitement, la façon dont il est amené, je sais pas, j'ai eu aucune sympathie pour lui, j'ai éprouvé aucune sympathie pour aucun personnage, il y a juste Geoffrey Rush qui s'en sort un petit peu, Geoffrey Rush qui est exceptionnel dans quasiment tous ses rôles, dans Pirates des Caraïbes, dans Munich, encore une fois, le mec, alors que ça a l'air d'être un petit gars, pas spécialement avec un grand gabarit, mais il sait insuffler une présence, il sait apporter une humanité à ses rôles, mais voilà, j'ai pas été vraiment transcendé par ce truc, j'ai trouvé très chiant, je me suis beaucoup emmerdé devant ce film, et pour moi, le fait qu'il ait raflé un Oscar, c'est un véritable vol, parce qu'il y a... On est censé pleurer sur la condition d'un roi, quoi. Je veux dire, ça m'a toujours ulcéré, quoi. C'est quand on montre un film sur quelqu'un de la vie quotidienne, qui a des souffrances, qui combat, je ne sais pas quoi, ses démons, oui, je trouve ça beau, mais alors nous montrer comment ça s'appelle, les complexes d'un roi, du roi d'Angleterre, moi, perso, ça m'a pas parlé, je trouve que ce film est largement surcoté, la preuve, on n'en parle plus, personne n'en parle, à l'époque, on en parlait vaguement, parce que voilà, il avait décroché l'Oscar, machin, il avait eu des bonnes critiques, mais regardez aujourd'hui, plus personne n'en parle, et ça veut tout dire, c'est parce que ce film est surcoté de ouf, et pour moi, presque sans aucun intérêt. C'est mon avis. En deuxième position, j'ai mis Tree of Life de Terrence Malick. Alors Terrence Malick, pour moi, c'est un petit peu une sorte de Christopher Nolan avant l'heure, dans le sens où ses films se veulent profonds, se veulent spirituels, se veulent très travaillés du point de vue scénaristique, du point de vue de l'humanité. On sonde les parts les plus sombres, les plus intimistes, du genre humain, etc. Enfin, moi, j'ai jamais accroché à ces films, j'ai jamais accroché à La Ligne Rouge, j'ai jamais accroché à Tree of Life, qui, pour moi, fait partie des films les plus surfaits de sa génération. Et j'entends bien que ce film se veut vraiment très profond, très intellectualisant, tout ça, mais personnellement, je n'accroche pas du tout. Et quand je dis que c'est le Christopher Nolan avant l'heure, c'est aussi bien au niveau de la mise en scène et de la forme qu'au niveau du casting. Parce que si vous regardez bien, les castings de ces films sont juste... par exemple, La Ligne Rouge, c'est quoi ce casting de ouf? Il y a que des stars, ou que des stars en devenir, quoi, genre Jared Leto, des mecs comme ça, il y a John Travolta, il y a Jim Caviezel, il y a Woody Harrelson, il y a que des acteurs connus pour l'époque et qui sont devenus par la suite hyper connus, comme pour Christopher Nolan. Christopher Nolan a le chic pour ramener des gros castings dans ses films, et tous ces acteurs-là ont le point commun, c'est que c'est des acteurs ultra connus, mais qui en font le minimum syndical. Alors oui, on a tous été époustouflés par la performance de Heath Ledger dans The Dark Knight, mais il y a combien de vraies performances inoubliables dans les films de Nolan? La plupart des acteurs ont un ton monocorde, monosyllabe presque, avec, toujours la même expression, et aucune émotion qui se dégage de ces personnages. Et bien c'est la même chose pour les personnages de Tree of Life, à part Brad Pitt, justement, je veux dire, il n'y a aucune émotion qui se dégage des films de Terrence Malick, sauf Brad Pitt qui était très bon dans Tree of Life, je suis d'accord, mais c'est tout ce que je retiens, c'est le jeu de Brad Pitt. Le reste, ça part trop loin, ça se veut trop métaphysique, ça se veut beaucoup trop faussement profond, et j'ai trouvé ça chiant, quoi. Pourtant, Terrence Malick a la qualité de pas produire des films tout le temps non-stop, il sait se faire désirer, il sait se faire attendre. Vraiment, je ne comprends pas, je m'interroge sur le succès de Tree of Life, quoi. Et même chose pour La Ligne Rouge, je n'ai jamais compris comment ce truc a pu autant marcher. Je veux dire, je comprends pas comment ce film a pu épouser des critiques aussi positives, au même moment où on sortait Un Soldat Ryan, des trucs comme ça, et bon voilà, quoi, j'ai pas du tout accroché à Tree of Life, et d'ailleurs, plus personne n'en parle non plus. À l'époque, oui, c'était « Tree of Life, chef-d'œuvre, machin », aujourd'hui, on me le sort pas comme grand classique. On va me sortir des American Beauty, des Fight Club, des trucs comme ça, mais certainement pas Tree of Life. Donc pour moi, ça veut tout dire. Et enfin en numéro 1, un film qui a été anonymement adoubé, alors que je le trouve surfait de ouf. C'est peut-être le film le plus surfait de son réalisateur, c'est Premier Contact de Denis Villeneuve.
Le début commence très mal. Vous vous souvenez de... Ça permet de faire une belle jonction. Quand j'ai parlé de Shutter Island, vous vous souvenez de ce passage où il y a DiCaprio qui rêve de sa femme, qui est morte et tout, là, et ils mettent une musique voilà, ultra mélo par-dessus. Et ben là, c'est la même chose dans Premier Contact. Ça démarre avec un passage où on voit Amy Adams qui rêve de son fils qui est dead, je crois. Et pareil, musique. C'est bon, on a compris, on a pigé, vous avez voulu nous faire pleurer, vous avez voulu nous faire comprendre que c'était un film qui est très, comment dire, vous avez voulu nous faire, voilà, nous faire tirer les larmes, faire vibrer la corde sensible, on a compris. Mais faites pas ça dès le début, quoi, attendez un petit peu, faites comme Scorsese à la rigueur, attendez une bonne petite demi-heure, mais pas dans les premières secondes. J'ai trouvé ça déjà très lourd de la part de Denis Villeneuve, c'est presque une erreur de débutant de démarrer comme ça. Et la suite, donc le contact avec les... je spoil, pour les extraterrestres, qui ont des physiques de mollusques, enfin j'ai trouvé ça moyennement intéressant, enfin où ils jettent de l'encre, enfin c'est pas des mollusques, enfin si c'est des mollusques les pieuvres, non c'est ça, les sèches, les pieuvres, les calamars, ça c'est des mollusques hein, je crois, non? Bref, en tout cas, les extraterrestres, jouer la carte à fond du sérieux, parce que le film se prend très au sérieux, excessivement au sérieux, pour un genre comme celui-là, c'était un peu trop prétentieux pour moi. C'est son film le plus prétentieux, Premier Contact, le plus faussement profond, pas spécialement le plus recherché. Ouais, pour moi, c'est le film le plus surcoté de Villeneuve. La preuve également, personne n'en parle, ou presque. Je sais bien que ce film a été bien vu par la critique, a été adoubé par le public, mais globalement, si on vous demande de retenir les films de Villeneuve, vous penserez en premier à Prisoner, à Dune, à des films comme ça, mais certainement pas à Premier Contact. En tout cas, je l'ai trouvé personnellement très lourdingue, très, très faussement profond, faussement intelligent, enfin, c'est pas mauvais, attention, c'est pas ce que je dis. Il y a de l'intelligence, mais c'est pas pour autant un truc qui va vous retourner complètement. Il me semble d'ailleurs que c'est une sorte de repompé de Contact, il me semble, je crois que c'était Zemeckis, je me souviens plus, avec Jodie Foster. Enfin, j'ai cru lire un commentaire qui m'expliquait que Premier Contact, c'est une sorte de version moderne de Contact, qui est bien meilleure, paraît-il, j'ai pas encore vérifié. En tout cas, je vais me pencher sur Contact maintenant que j'en ai parlé, enfin maintenant que ça me revient en tête. Mais voilà, Premier Contact, j'ai pas accroché, j'étais en mode... Ouais, cool. Bon, c'est... Ouais, la communication, la difficulté pour communiquer, etc., avec des étrangers, avec des gens qu'on connaît pas, ouais, c'est intéressant, il y avait un bon traitement, et je pense que c'est davantage ça, la force du film, c'est bien mettre en avant, mettre en exergue la difficulté à communiquer pour échanger, etc., avec des gens avec qui on n'a rien en commun, etc. C'était intéressant, mais de là, enfin, je l'ai vu une fois, vraiment, et je le reverrai jamais, quoi. Donc, plutôt déçu de la part de Villeneuve par rapport à ce film, et bah vous, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, j'ai tout dit, bah, c'est tout. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu même si vous n'êtes pas d'accord, et encore une fois je le dis, donnez votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas et partagez-moi également votre liste de films les plus surcotés, des gens vont vous lire, hein, n'écrivez pas que pour moi mais écrivez aussi pour les autres, car c'est intéressant, ça permet justement d'ouvrir nos chakras et quelque part nous lâcher vis-à-vis de certains films que l'on trouve surcotés, allez-y, je le prendrai pas mal quand vous citerez mes films préférés, si par exemple vous dites que Benjamin Button c'est un film surcoté, bon bah je vais souffrir, mais je comprendrai, j'accepterai. Bref, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous encore une fois, plein de bisous à tous, ciao.